Ok, voilà. Bon. euh, alors, ce que je vais vous présenter ici, c'est un des 4 articles de la thèse que je suis en train d'achever en sociologie et qui porte sur la question des rapports entre la prison et la mobilité. Euh, Ça peut paraître bizarre comme ça, hein, mais on va y venir, vous allez voir, ça va se mettre en place. Donc c'est un truc qui sera normalement soumis à Theoretical Criminology, donc il y a une traduction en anglais qui est en train de se mettre en place. C'est donc le truc sur lequel je suis en train de bosser, et quand une des deux jumelles là, m'avait dit, je ne sais plus laquelle, qu'est-ce que tu veux présenter? J'ai dit, est-ce que tu veux vraiment que je fasse encore le truc sur pourquoi une loi pénitentiaire et tout ça, alors qu'il existe un enregistrement? C'était toi? Non, c'était bon. Voilà, c'est bon, c'est pas grave. Et j'avais dit, bah, si tu veux, moi je peux parler du dernier texte que j'ai écrit cet été. Donc en gros, c'est un état de réflexion pour l'instant. Bon, c'est prêt à être soumis, donc c'est quand même relativement achevé. Euh, mais c'est un truc assez théorique. Mais je vais essayer de le faire le plus simple possible pour essayer de vous faire comprendre pourquoi cette question théorique-là, elle est importante. Et je réfléchissais aujourd'hui en me disant, bon, comment est-ce que je vais leur présenter l'intérêt de ce truc, parce que bon, moi, ça m'intéresse. Mais ben bon, alors je fais ma présentation tout seul chez moi, où je demande à ma femme d'être là, elle fait semblant que ça l'intéresse, et alors c'est très bien. En fait, à quoi ça pourrait vous être utile? C'est ça la question que je me posais, parce que... Et je me dis, en fait, finalement, la meilleure manière dont je pourrais vous l'expliquer, c'est de vous dire, si vous voulez remettre en question la prison, que ce soit pour l'abolir, que ce soit pour la réduire, que ce soit pour la réformer, quel que soit votre objectif, vous avez intérêt à comprendre au moins un truc, c'est sur quelle base discursive elle se place. C'est-à-dire qu'en gros, la prison, elle n'est pas là parce qu'elle est là. Elle est là parce qu'elle a un soutien social énorme. Et que ce soutien social énorme, il ne se dément pas depuis plus de 200 ans. Si on veut changer quelque chose dans la situation, d'une manière ou d'une autre, il faut comprendre sur quoi elle repose pour soit détruire ce fondement, si on a envie de supprimer la prison, ou le modifier si on a envie d'aboutir à un autre type de prison, à un autre type de pénalité, etc. Et en gros, on va essayer de faire un chemin ensemble, et à la fin, je reviendrai sur cette question-là pour dire, ben voilà, comment est-ce qu'on peut penser les choses sur cette base-là, d'accord? Alors j'ai choisi un titre un peu cryptique, qui n'est pas du tout celui qui avait été annoncé, parce qu'en fait, j'hésite encore sur mon titre, c'est le truc qui est parfois le plus difficile à faire venir. Encore ce matin, j'ai interverti les deux phrases, le titre et le sous-titre. J'aime bien qu'il y ait un titre qu'on ne comprend pas vraiment. Alors on doit lire le sous-titre en disant de quoi ça parle, ce qui est complètement idiot parce que ça ne marche pas du tout dans les index des revues, mais enfin bon, soit, on s'amuse comme on peut, hein. Mais donc l'idée ici, c'est cacher l'entrepôt derrière le centre logistique. Ça vous évoque rien du tout, et donc la question c'est légitimer la prison à l'ère mobilitaire, ce qui vous dit pas grand-chose non plus, et donc on va y aller pour que ça vous dise un petit quelque chose. Alors, il faut d'abord replacer la question de la légitimation de la prison. Hein, il faut se rendre compte que aujourd'hui, par exemple, enfermer 13 000 personnes, c'est-à-dire écrouer beaucoup plus de gens que ça par an, parce que 13 000 c'est le stock, c'est pas le flux, payer des centaines de millions chaque année pour l'entretien du système, etc., pour des résultats qui sont finalement, pour le moins qu'on puisse dire, moyens, c'est pas facile. Et donc il faut un discours de légitimation. On a toujours l'impression que les justifications, c'est pas très très utile, etc. Mais en fait, c'est à mon sens la base de tout. C'est-à-dire on ne peut pas mettre en place une politique publique, en tout cas pas sur le long terme, sans avoir une bonne justification. Enfin, une bonne ou une mauvaise d'ailleurs, c'est pas ça, mais une justification à laquelle les gens croient. Hein, donc ça peut être Dieu est le lieutenant, le roi est le lieutenant de Dieu sur terre. Ça peut être demain enfin le communisme. Ça peut être enfin notre Lebensraum. On fait ce qu'on peut, mais on a toujours besoin d'un discours. Et la prison, elle a besoin d'un discours. En fait, historiquement, la prison, c'est avant tout une mesure de sûreté. C'est-à-dire, avant l'ère des États démocratiques modernes, la prison, elle n'est pas utilisée pour punir les gens, elle est utilisée pour s'assurer des gens. S'assurer des gens en attente de leur jugement, s'assurer des gens en attente de leur punition, ou s'assurer des gens qu'on n'a pas envie de voir circuler. Le roi n'aime pas la tête d'un gars qui est un peu trop chiant ou qui se fait un peu trop remarquer. Il envoie une lettre de cachet, le type est flanqué à la Bastille, on n'en parle plus. Donc, en gros, la prison n'est pas une peine. C'est juste, celui-là, il ne peut pas circuler, et on le met à un endroit où on sait qu'il ne circulera pas. Bon, ça, c'est l'idée de base. Quand arrivent les démocraties, on se rend compte que ça ne va pas marcher. Parce que si, dans l'Ancien Régime, on peut le justifier en disant c'est le bon plaisir du roi, et donc tout le monde dit ah, ben, si c'est le bon plaisir du roi, ben, ok, d'accord.
avec l'avènement d'une démocratie, ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'on invente? On invente la prison pour peine. En fait, il y a un texte très intéressant de Faugeron et Bourler qui montre que, en fait, la prison, ce n'est pas un adoucissement des peines. En fait, la prison pour peine, c'est avant tout une manière de masquer la prison comme mesure de sûreté. C'est-à-dire qu'en gros, si on regarde ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui, la prison reste très majoritairement utilisée comme mesure de sûreté. C'est-à-dire, en gros, elle est appliquée massivement en attente d'un jugement ou vis-à-vis de populations qui sont plus gênantes que terriblement dangereuses. Elle est beaucoup utilisée contre les pauvres, elle est beaucoup utilisée contre les étrangers, elle est beaucoup utilisée contre des gens qui ont des troubles mentaux, elle est très fort utilisée pour des gens qui ont des insertions sociales très faibles, mais en fait, statistiquement, très peu pour des très grands criminels, des grands assassins, le crime organisé, les criminels les plus retors, sur les 13 000, il n'y en a pas 6 000, hein, des grands criminels, d'accord? Et donc, ce que ces auteurs disent, c'est que depuis lors, en fait, finalement, la finalité de la prison est restée relativement constante, à savoir le stockage des indésirables. Les gens qu'on ne veut pas voir circuler, on les stocke là-dedans. Simplement, en démocratie, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire, lui et lui, je ne veux pas les voir en rue, donc je les tape en prison. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On développe la prison pour peine, et on va faire deux choses là-dedans. D'abord, quand on va parler de la prison et de pourquoi la prison existe, on va toujours faire référence à la peine, même si fondamentalement, ce n'est pas le cœur du problème. On va toujours dire, oui, mais la prison, elle va amender, réhabiliter, réinsérer, soigner. Enfin, on va inventer des trucs, ce type qui est un délinquant. En gros, c'est ça le discours. Même si, fondamentalement, ce n'est pas sa fonction. Mais ça permet quelque part de masquer la question, qui est la question à laquelle on ne peut pas répondre, c'est comment justifier une telle mesure de sûreté dans une démocratie. Donc ça, c'est le cœur du problème. Alors, la prison, ce qu'elle va faire, enfin, le discours sur la prison, au cours du temps, il va vivre des cycles. C'est-à-dire qu'on va avoir des grandes périodes philanthropiques où on va dire « Ah oui, mais attendez, alors la prison, maintenant, ça va être l'isolement cellulaire. » Et dans la solitude de sa cellule, avec un contact uniquement avec son confesseur et le directeur de la prison, alors le détenu va faire un retour sur lui-même, va s'amender et va sortir purifié, enfin, etc. Bon, ok, on dit on va faire ça, vous allez voir, ça va être super, au lieu de torturer les gens, au lieu de les exécuter en place publique, et ça va être des super belles prisons, regardez comme elles sont belles nos prisons, etc. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte que ça ne marche pas très bien. Les gars, quand ils ressortent, ils sont fous, ils recommencent, y a plein de désordres dans les prisons, il y a des problèmes de santé, etc. Donc voilà, ça ne marche pas. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient quand même difficile de nier l'évidence. Hein, on avait dit que ça allait faire ça et ça ne fait pas du tout ça. Donc on a une période où on ne sait pas trop quoi faire et donc on s'interroge plutôt sur le perfectionnement de la prison. Donc oui, mais attendez, on va mettre des aérations de ce type-là. Au 19e siècle, par exemple, on est très obsédé par l'aération. On va mettre des murs comme ça, on va mettre en œuvre tel type de mesures pour que les prisonniers ne puissent pas communiquer entre eux, parce que s'il y a un problème, c'est parce qu'ils ne sont pas encore assez isolés. Enfin, voilà, on raffine le système, et puis quand ça ne marche pas du tout, à un moment donné, c'est une crise. Et à ce moment-là de la crise, il faut réinventer la prison. Et donc on lui trouve des nouvelles fonctions. On dit « Ah mais non, attendez, on s'est égouré, ça ne marche pas, mais cette fois-ci, on va les enfermer pour les soigner. » Et ils vont être pris en charge par une unité d'anthropométrie et par des médecins et vous allez voir, parce que fondamentalement, c'était trompé, c'est pas qu'ils sont moralement corrompus, c'est qu'ils sont anormaux, malades mentaux, déficients, etc. Mais on va les aider, on va les réinsérer. Et hop, on refait un cycle. Ça, c'est l'idée que la prison est donc constamment en réforme, en fait. En fait, la prison est toujours en train de promettre que demain, ça ira mieux. Et c'est ce qu'un auteur appelle une avoiding blame politics, c'est-à-dire une politique d'évitement de la critique. Chaque fois que vous critiquez la prison, vous dites « mais oui, on sait, oui, c'est vrai que ça ne marche pas bien ». Mais soit on est en train de mettre en œuvre la réforme, ne vous inquiétez pas, ou on est en train de préparer la réforme suivante, mais cette fois-ci, ça va marcher. Ok ? Alors, la prison idéale, elle est donc toujours pour demain, et on est toujours dans ce jeu-là où on invente des nouvelles fonctions, alors que la prison reste un instrument de sûreté, mais que ça, on ne le dit quasiment jamais. C'est très rare qu'à un moment donné, on peut dire par exemple aux États-Unis, il y a le mouvement des Nothing Works, où on dit, il n'y a rien qui marche. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les frapper fort, quoi. Et c'est tout. De toute façon, puisque rien ne marche, autant ne pas s'encombrer de précautions et de grands principes, on va juste leur taper sur la gueule. Voilà. Bon. Mais ça, c'est rare.
Parce qu'en fait, c'est quand même assez compliqué dans une démocratie de dire on sait que ça sert à rien, on sait que ça fait plein de dégâts, mais on va quand même le faire. Ouais, ça marche pas trop. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait ici? Ben, on est dans une de ces périodes où il y a un modèle qui est arrivé à bout de souffle. On le voit aujourd'hui, hein, nos prisons, c'est vraiment le grand désordre. Et se pose la question de comment on légitime la prison aujourd'hui. Et la manière dont moi j'ai essayé de me poser la question, c'est sous un angle très particulier, c'est on est dans une société qui survalorise la mobilité. Hein, il faut être mobile, il faut se déplacer, il faut être flexible, il faut aller partout. On valorise à fond aussi l'ubiquité, c'est-à-dire il faut être partout à la fois grâce aux dispositifs électroniques. Vous êtes ici, mais en communication avec le monde, etc. Comment, dans une société qui n'arrête pas de vous dire la mobilité c'est génial et c'est la solution à tous nos problèmes, comment est-ce qu'on justifie de prendre des gars et de les foutre dans une cellule à 3 dans 9 mètres carrés en disant ben voilà, 22 heures sur 24, vous serez là, et puis dans quelques années, peut-être que vous sortirez. Comment on justifie ça? Pour moi, il y avait là un hiatus qui était problématique. Alors, en fait, pour la petite histoire, dit comme ça a l'air super. On se dit, ah ouais, il se pose bien la question, mais en fait, ça vient dans l'autre sens. J'ai d'abord écrit un bouquin avec un collègue sur le rapport contemporain à la mobilité. Et dans ce cadre-là, quand on était en train de l'élaborer, je me suis dit, mais sur quoi je peux tester ce bazar? C'est-à-dire qu'on fait une théorie, c'est bien rigolo, mais si la théorie n'explique rien, elle ne sert à rien. Enfin, on se sera bien amusé, mais à part ça, c'est pas... Hein, voilà. On doit faire semblant que ça sert à un truc. Alors, il faut la tester, cette théorie. Et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas... Bon, moi, comme je fais de la crimino, j'allais l'appliquer forcément à une question qui est une question liée à la pénalité. Alors j'aurais pu me dire, oui, mobilité, tiens, surveillance électronique ou traçabilité des détenus, ou, enfin voilà. Et je me suis dit, on va faire l'inverse. Je vais prendre le truc dans lequel il y a le moins de mobilité possible, la prison, et on va voir si ça marche là. Okay, donc ça, c'est l'idée, en fait. Donc ça s'est fait dans l'autre sens. Mais je peux le présenter comme ça marche aussi. Donc l'essentiel, c'est qu'à la fin, le discours se tienne. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est juste pour vous dire sur quoi je me base pour vous raconter ça. J'ai donc ici tenté de développer une approche empirique. Alors l'empirie, c'est pas forcément aller en prison et interroger des gens ou les observer. Hein. L'empirie, ça peut être, comme ce que je fais, étudier des discours sociaux. Alors j'avais besoin d'un truc, c'est un discours social relativement identifiable, parce que bon, après, il faut tracer les contours de son objet. Hein. Il y a aussi des raisons pragmatiques dans la recherche. Je ne peux pas dire, je vais prendre au hasard ce que les gens disent, un peu comme ça, et puis je verrai. Donc je vais voir ma tata Jacqueline, lui dit, tu penses quoi de la prison? Puis mon cousin Jean-Claude qui me dit, ça ne marche pas, donc il me faut un corpus. Et donc j'ai besoin d'un discours sur la prison qui soit suffisamment conséquent, parce que bon, un article de 25 pages, ça ne va pas, donc on peut imaginer plein de choses. Je pourrais par exemple faire une revue de tous les articles de presse qui parlent de prison entre telle et telle année, on pourrait dire 95-2025, et voilà, ce serait mon corpus. Ici, j'ai choisi un truc qui vient sans doute aussi du fait qu'au départ, je suis juriste. J'ai pris les travaux préparatoires de la loi pénitentiaire, celle qu'on appelle la loi de principe. Donc, qui a été votée en 2025. Elle est entrée en vigueur presque en 2025 complètement. Donc, il a fallu presque 20 ans. Et l'avantage, là, c'est que j'ai quoi? J'ai 1250 pages de travaux préparatoires. Donc, c'est vraiment un gros bazar. Avec, ça c'est très intéressant, un travail d'une commission d'experts au départ. Donc, ce n'est pas des discours politiques au départ. C'est des experts qui préparent quelque chose. Avec une ambition réformatrice vraiment très importante. Et puis, j'ai tout le monde qui s'exprime dessus, avec un très long processus parlementaire, avec d'abord 2 législatures différentes, donc une grande diversité de politiques. J'ai des gens de gauche, de droite, même d'extrême droite qui s'expriment là-dessus. Puis j'ai des auditions, donc j'ai des membres de l'administration pénitentiaire, j'ai des membres des syndicats, donc j'ai toute une série de gens. Bien entendu, personne ne parle pour les détenus, ça c'est toujours comme ça. Donc, tout le monde parle de la prison. Mais les détenus, on ne leur demande pas du tout leur avis. Donc il n'y a rien sur les ex-détenus, on ne met pas en place un dispositif qu'on aurait pu mettre en place. On peut faire des ateliers dans les prisons aujourd'hui et aller parler avec eux de la prison. Et puis revenir à en faire une synthèse. C'est des choses que font très bien les travailleurs sociaux ou les sociologues, enfin les criminologues. Ça n'a pas été fait. En attendant, j'ai quand même un matériau qui est très riche. Et alors il a aussi un grand avantage, c'est qu'il est très cohérent. Les gens s'engueulent peu. On a l'impression que la droite va incendier la gauche en lui disant « vous êtes des sales laxistes, des rêveurs », et que la gauche en retour va les traiter de fascistes, à part le seul député d'extrême droite qui est un type du Vlaams-Blok, maintenant Vlaams-Belang. Tous les autres, c'est comme du velours. Il y a de temps en temps une nuance,
Mais franchement, il faut lire attentivement pour faire la différence entre ce que Onkelings dit, par exemple, ministre de la Justice dans la 2e législature, et ce que disent les gens du MR, par exemple. Donc c'est très... Alors, ça veut dire quoi? On pourrait se dire, c'est embêtant, il n'y a pas de contradiction, mais moi, ça m'arrange, parce qu'en fait, ça me montre un truc qui est vraiment intéressant, c'est un discours consensuel. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la prison en se disant qu'on va avoir une très large approbation? C'est ça qui m'intéresse. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si les gens sont sincères, c'est pas de savoir s'ils se disputent et s'ils ont les mêmes idées. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui fait consensus sur la prison. Puisque ma question, c'est comment on justifie la prison, non pas au niveau de tel parti ou de tel groupe ou de tel courant de pensée. Ma question, c'est au niveau de la société belge aujourd'hui, comment est-ce qu'on formule, en fait, le projet carcéral pour qu'il apparaisse comme étant légitime? Donc ça, c'est un truc important. Donc je choisis ce matériau-là. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme méthode? Alors, j'ai fait une méthode avec d'abord une lecture très inductive, donc j'ai fait une lecture approfondie, en notant toute une série d'éléments et en essayant de repérer des trucs qui me semblaient avoir du sens. Jusque-là, ce n'est pas très coordonné, mais ce n'est pas grave, puisque ce n'est qu'une première lecture. Et après, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle NVivo, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui est un logiciel qui aide à gérer des très gros documents, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on peut repérer dedans des unités de sens. Donc, en gros, bêtement, on surligne des parties et on dit ça, c'est lié à tel concept. Ça, c'est telle personne qui parle, etc. Et donc, dans les 1250 pages, j'ai identifié le nom de toutes les personnes qui se prononçaient, sur toute la longueur, et j'ai tout codé par rapport à des unités de sens, si vous voulez. Et j'ai fait un double codage. D'une part, je suis parti de mon cadre théorique sur la mobilité, donc c'est pour ça qu'il fallait savoir qu'il existait avant, pour me dire, bon, moi j'ai déjà en tête une structure d'éléments qui me semblent des éléments d'attention. Est-ce que j'en trouve des traces à des endroits? Bon, ça c'est une première chose. Et d'autre part, j'ai fait un codage inductif, c'est-à-dire que je me suis dit, chaque fois par exemple que je vais rencontrer un nouveau domaine de vie dans la prison, je vais créer un code pour ça. Par exemple, ah tiens, ici on parle des visites. Ok, je crée un code visite et maintenant, à partir de maintenant, chaque fois que je croiserai des considérations sur les visites, ah, je l'indiquerai. Ah, le travail, ah, la culture, ah, le sport, et etc., etc. Et donc là, je commence à avoir, je crois qu'en tout, j'ai une 90aine de codes. Bon, j'ai travaillé 1 an hein, pour coder ça. C'était pas la partie la plus rigolote du boulot, mais enfin, bon, voilà. Alors, quel est l'avantage de ce logiciel? C'est qu'après, je peux dire, je veux voir tous les endroits où on parle des visites, et la machine me fait, pouf, une liste, et je peux scroller, et j'ai tous les extraits où il est question des visites. Je veux savoir tous les cas dans lesquels on invoque la nécessité de lutter contre la perte d'autonomie des détenus, paf, je trouve ça. Et donc, ça me permet de naviguer dans un document de 1250 pages qu'il est difficile, évidemment, d'avoir à l'esprit comme ça. Oh, putain, je me souviens qu'il y a un endroit où on parle de ça, mais où? Tandis que grâce à ça, je peux retrouver. Et je peux aussi, par exemple, dire, je veux voir toutes les interventions de Laurette Onkelings. Je veux voir toutes les interventions de telle et telle personne qui sont les, par exemple, 3 mandataires de droite qui ont suivi ce dossier-là. Vous voyez? Donc ça me permet de travailler et donc de choisir des extraits après que je vais pouvoir utiliser pour illustrer, mais aussi d'avoir une vision. Est-ce que cet extrait, c'est un extrait isolé? Parce que parfois on trouve un truc magnifique, on dit « Ah, la formulation rêvée de ce que je voulais dire », mais il y a un mec qui dit ça à un moment, et puis il n'en est plus question. Si je cite ça comme ça, je vais complètement déformer mon matériau. Ça, c'est la méthode. Donc, le cadre conceptuel, je vous en ai un peu parlé. Je vais revenir dessus plus tard. Ce n'est pas nécessaire de détailler maintenant. Mais donc, l'idée, c'est bien de travailler sur un cadre conceptuel qui se base sur la question de notre rapport à la mobilité et à une série de concepts, à savoir l'espace-temps. C'est quoi l'espace et c'est quoi le temps en tant que construction sociale aujourd'hui? Et à côté de ça, c'est quoi être mobile dans cet espace-temps? Et enfin, quels sont ce que nous, on a appelé les impératifs mobilitaires, c'est-à-dire quelles sont les injonctions, quelle est la forme que prennent les injonctions qu'on nous adresse pour nous dire il faut te bouger. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de se déplacer, il faut se bouger, enfin, on y reviendra. Alors attention, mon truc ne porte que sur les discours. Le rapport aux pratiques, ça mériterait une étude en soi, mais c'est évidemment tout un autre boulot. Mais rien n'indique que c'est parce que le discours change que les pratiques changent. Et à l'inverse, les pratiques peuvent évoluer complètement sous le même discours, donc il ne faut pas imaginer un instant qu'il y a un rapport entre les discours et les pratiques. Ce n'est pas parce qu'on dit on va réinsérer les gens qu'on les réinsère, par exemple. Hein, d'accord? Alors, maintenant entrons dans le vif du sujet.
qu'est-ce qu'il y a dans ce matériau? Le premier truc, en fait, quelque part, le point de départ, et qui est le problème des gens qui vont mettre en œuvre, enfin, élaborer cette réforme, c'est que la prison est complètement dévaluée. Elle n'est pas seulement dévaluée aux yeux de la société ou de quoi que ce soit, elle est dévaluée à leurs propres yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, quand ils interviennent dans le dossier, ils essayent de définir ce qu'ils vont faire. On est là pour quoi? En gros, au début, on demande à la commission qui initie le premier avant-projet, on lui demande de prévoir une régulation juridique de la prison. Parce que la prison, elle est régie par des règles, des directives complètement floues, complètement éparpillées, et qu'en gros, il règne surtout en prison un système de privilèges, de passe-droit, de faveurs qui sont accordées puis retirées. Il faut en finir avec l'arbitraire, il faut faire rentrer le droit en prison. C'est ça. Donc en gros, on aurait pu se dire, on définit quelques procédures de recours et puis après, ça sera tout. Mais en fait, ils ont une ambition plus large que ça. Parce qu'en fait, au départ, ils se disent, mais finalement, il se passe quoi en prison? C'est quoi le problème de la prison? Et leur focalisation, c'est les effets préjudiciables de la prison. Ils disent, le problème de la prison, c'est qu'elle a des effets négatifs sur les personnes qui passent par elle. Une grande découverte. Bon, ce sont tous des spécialistes, ils ont raison, hein. Donc c'est un constat d'évidence. Et ils disent, ça, on doit le prendre en compte. Et en fait, on se rend compte que tout au long de leurs travaux, et puis après, tout au long des travaux parlementaires qui vont se dérouler ensuite, on a vraiment tout le temps à l'esprit cette question-là. C'est vraiment un leitmotiv, les effets préjudiciables de la prison. Et en fait, ces effets préjudiciables de la prison, ils viennent de quoi dans le discours, de manière dominante, c'est la prison est une institution totale, et c'est ça qui pose problème. Donc, et ça c'est très particulier, les effets préjudiciables de la prison, c'est pas parce que c'est insalubre, c'est pas parce que les gardiens seraient pas gentils, c'est pas parce que sais-je, moi, il manque le confort le plus élémentaire, c'est pas des questions d'hygiène, c'est pas des questions d'accès aux soins, c'est pas ça. Le principal problème, c'est le caractère d'institution totale, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas familier avec le concept, une institution totale, c'est une institution qui prend en charge tous les aspects de la vie des personnes qui dépendent d'elle. L'hôpital psychiatrique, la prison, ce genre de trucs. C'est-à-dire, en gros, quand vous êtes là, bah, tout passe par l'administration pénitentiaire. Quand vous êtes en prison, c'est elle qui vous nourrit, c'est elle qui vous habille, c'est elle qui dit si les gens peuvent rentrer, sortir, etc. Tout dépend d'elle. OK? Et au cœur de ça, on a quoi, en fait? Pourquoi est-ce que l'institution est totale? Ben parce qu'elle est fermée. Parce que si elle était ouverte, quand un détenu a faim, on lui dirait, ben, va t'acheter à manger, quoi. Je veux dire, quand vous êtes en côte, même si c'est un côte collectif, et que vous avez faim, ben, vous sortez, vous allez acheter à manger, puis vous rentrez, vous mangez. Eux, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, le problème, c'est quoi? C'est la ségrégation. La prison, c'est un espace ségrégué. Alors là, je ne vous apprends rien, hein, c'est assez classique. Mais attention, parce que c'est un espace qui est ségrégé à différents niveaux. Il y a bien sûr l'espace physique, auquel on pense tous de prime abord. Hein. Il y a des barreaux, il y a des portes, il y a des sas, il y a différentes zones. Et plus on rentre dans la prison, plus on va vers le cœur, qui est l'espace de détention, plus on est loin du monde et séparé par un nombre de portes. Je connais des gens qui ont écrit des textes sur les portes qui claquent derrière elles quand elles rentrent dans un établissement pénitentiaire. Et donc tout ça, effectivement, c'est un élément important. Il y a une ségrégation physique, mais il y a aussi une ségrégation sociale qui dépend en partie de la ségrégation physique, mais pas seulement. Parce qu'en fait, on pourrait imaginer que vous soyez enfermé, mais que vous ayez votre téléphone, par exemple, ou un ordinateur. Vous pouvez discuter. On sait bien qu'aujourd'hui, hein, une énorme partie de nos interactions sociales se passe de manière par le truchement d'appareils électroniques. Et en fait, parfois, je sais pas, on peut être en vacances ou on est en Erasmus, par exemple, voilà un truc qui doit parler aux étudiants, mais ils continuent d'être très proches de leurs amis d'ici, voire vous êtes en Erasmus en Espagne, mais tous les jours, vous parlez à votre copine qui est en Erasmus en Finlande. Et fondamentalement, ça ne change pas grand-chose, parce que comme vous habitez d'un côté de la ville et elle de l'autre côté, ben, c'est la plupart du temps comme ça que vous discutez. Le jour, vous vous voyez au cours, etc. Puis bon, ben, voilà. Or, donc la ségrégation sociale, elle double la ségrégation physique. C'est-à-dire qu'il faut concevoir les espaces, pas uniquement comme des espaces physiques, mais aussi comme des espaces sociaux. Et ces espaces sociaux, ils sont vitaux pour nous. Mais on peut rajouter à ça aussi, qui apparaît clairement dans le matériau, c'est une ségrégation juridique. C'est-à-dire que les détenus sont des êtres à part. Juridiquement, si on regarde le monde du droit, il y a là-dedans une catégorie qui est identifiée comme à part, et qui donc est privée de toute une série de droits.
c'est aussi une forme de ségrégation. C'est-à-dire qu'en gros, on les distingue pour leur réserver un traitement juridique différent. Et ce traitement n'est pas seulement une mise à l'écart physique, bien sûr, c'est aussi une privation de toute une série de droits. D'accord? Donc on ne peut pas comprendre cette ségrégation comme juste un accessoire de la ségrégation physique. Ce sont des ségrégations qui s'empilent, et qui évidemment se cumulent, et qui font de l'expérience carcérale une ségrégation de très très haut niveau. Bon. Et ça, c'est le problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, bah oui, c'est un peu ça le but, non? Sauf que pour les gars qui sont là-dedans, je dis les gars parce que c'est essentiellement des gars, qui sont là-dedans, c'est ça le problème, en fait. En fait, c'est ça la source du problème. Le problème de la prison, c'est qu'elle est fermée. Et ben là, on est un peu embêté pour eux. On se dit, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème? C'est assez particulier. Parce qu'en fait, on pourrait se dire, bon, c'est fermé, donc, par exemple, ils sont privés de leur liberté. Or, la liberté est un droit fondamental, une aspiration normale de l'être humain. Donc, la prison est un régime exorbitant par rapport au régime normal. Dans une démocratie, c'est quand même très problématique de priver d'autant de facultés une personne. On pourrait se dire que c'est ça le scandale, ou en tout cas la difficulté. Mais ce n'est pas ça, en fait. Au cœur du système, le principal problème, je ne dis pas que les autres ne sont pas du tout des problèmes, mais le principal problème, c'est la dépendance, en fait. C'est-à-dire que la personne ségrégée est prise en charge par une institution totale qui ne peut être que totale puisque la personne est ségrégée, et ça la place dans une situation de dépendance. Déresponsabilisation, elle ne peut plus assumer ses rôles sociaux, etc. Donc il est pas mal question des rôles de parents, des rôles de conjoints, des rôles sociaux en tant qu'amis, en tant que membres des collectivités auxquelles nous appartenons tous et toutes. Il y a aussi la question de la perte d'autonomie. À force d'être pris en charge, on ne sait plus faire par soi-même. Et ça, c'est vraiment un énorme problème, visiblement. Donc le problème, c'est par exemple que quand on va sortir, on n'aura plus les habilités sociales de base. Il faut savoir que quelqu'un qui a passé 10 ans ou 15 ans en prison, sortir dans la rue, prendre le tram, aller faire des courses, se repérer dans un espace ouvert, ce sont des choses qui peuvent générer des angoisses très très importantes et poser de très très graves problèmes dans le cadre de la réinsertion. Il y a aussi évidemment une perte de dignité, mais qui n'est pas due au fait qu'il fait sale, que ça pue, qu'on est entassé. C'est pas ça. La perte de dignité, c'est que la dignité de l'être humain, c'est d'être autonome. Alors, on peut en convenir. C'est quand même assez intéressant qu'à l'heure où il y a encore des gens qui font leurs besoins dans un seau hygiénique, on se dise que le principal problème de dignité, c'est la perte d'autonomie. Et c'est ça la focale. Vous allez voir que ça a vraiment une importance, parce que ça permet de comprendre comment ils réfléchissent et pourquoi ils proposent le projet qu'ils vont proposer. Et alors, donc, la résultante de tout ça, c'est que ça entraîne une perte d'aptitudes sociales essentielles, qui sont essentielles à quoi? À l'insertion ou à la réinsertion sociale. C'est-à-dire qu'ils disent, c'est pas étonnant que les gens n'arrivent pas à s'insérer socialement, puisqu'on les prive d'autonomie, de ci, de ça. En fait, quelque part, on fait baisser leurs aptitudes à la vie en société. Et donc, quand ils sortent, ils fonctionnaient déjà pas très bien, et ils fonctionnent encore moins bien. Voilà, ce n'est pas une grande découverte, mais en même temps, bon, c'est un constat, et ça, il faut le reconnaître, c'est un constat aussi très lucide sur l'échec de la prison. Donc, il ne se cache pas derrière des faux semblants. Alors, on voit qu'ici, dans une société comme la nôtre, le problème de la prison, c'est la prison, en fait. Le problème de la prison, c'est pas que, zut, on l'a mal mise en œuvre, ou que, oh là là, les établissements sont trop vieux, ou que, oh, le personnel n'est pas assez formé. C'est pas ça la question. Le problème de la prison, c'est la prison, en tant qu'elle est un outil de ségrégation. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On cherche une troisième voie. Alors, le problème, c'est que, bon, ils sont quand même dans une impasse, hein. Il faut se rendre compte que si vous vous dites, finalement, imaginons que vous disiez, le problème de l'université, c'est l'université, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut supprimer l'université, il faut faire autre chose. Hein. Imaginons qu'on se dise, voilà, l'enseignement ne fonctionne pas bien du tout, on se rend compte que c'est un vice inhérent à l'université que de produire cet effet qu'on ne veut plus. On se dit, il va falloir changer de truc. Si le problème de votre médicament, c'est le médicament, on change le médicament, quoi. Ici, on est embêté, parce qu'on se rend bien compte que la prison, ça ne marche pas, et en gros, ça ne peut pas marcher, puisque la prison s'est fermée, mais que l'abolition, la commission initiale le dit, c'est pas notre mandat, on n'a pas pour mandat de penser la fin de la prison. Par ailleurs, elle semble totalement inimaginable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans l'espace mental des intervenants, il n'y a personne dans le truc qui dit, dites les gars, si on en est là, si on la supprimait, donc ça ne vient pas. Alors à tort ou à raison, moi je m'en fous, hein, c'est pas ça ma question. Mais je constate que ça, c'est hors champ.
Mais en même temps, ben, on n'a pas de base pour inventer des nouvelles fonctions à la prison. Parce que si le problème de la prison, c'est la prison, c'est pas ses fonctions qui sont pas bonnes, c'est la prison qui est viciée elle-même. À quoi ça servirait de dire on va réinventer une prison dans laquelle on va, je sais pas moi, enfermer les gens pour leur faire subir des traitements médicamenteux, ou enfin, je sais pas, n'importe, hein, je sais pas ce qu'on pourrait imaginer, mais en tout cas, eux n'imaginent rien. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, il faudrait supprimer, mais on peut pas, il faudrait refonder, mais on n'y croit plus. Alors ils sont coincés, là. Qu'est-ce qu'on fait quand on est chargé de la réforme de la prison, qu'on n'y croit plus, mais qu'on n'est pas chargé du démantèlement de la prison? Eh bien, faute de grive, on mange des merles. Ça veut dire quoi? J'ai trouvé un bon dicton de ma grand-mère. Ils vont se poser la question en se disant, mais finalement, c'est quoi le sens de la peine? Parce que quelque part, c'est ça. C'est pourquoi on met les gens en prison. C'est une grosse question. C'est ça la question de la fonction, hein. Si on dit on met les gens en prison pour qu'ils se repentent, ou si on dit on met les gens en prison pour les soigner, ben là, on a une idée du sens de la peine. La société décide de punir les gens comme ça pour... Voilà. Eh bien, en fait, ici, ils disent, en fait, la peine, oui, elle a un sens, mais on ne sait pas lequel. Parce qu'en fait, le sens de la peine, c'est le sens de chaque peine individuelle qui est fixé par le magistrat. Le magistrat, il va prononcer une peine, parfois peut-être pour dissuader, parfois peut-être pour pousser à l'amendement, parfois peut-être pour retirer à des fins de sécurisation de la société. On ne sait pas. Le seul qui sait, c'est le juge, et il n'en informe pas l'administration, et éventuellement le détenu lui-même, le condamné, qui s'est vu signifier son jugement et qui est censé savoir, je ne sais pas très bien comment, pourquoi on l'envoie en prison plutôt que de faire autre chose. Parce que la question c'est, quel est le but que poursuit un magistrat qui a quand même d'autres possibilités que la prison? Et donc, c'est fixé par le juge de manière casuistique, donc individuellement pour chaque cas. Il n'y a pas de grand sens de la peine. Et ils disent explicitement, en fait, c'est le détenu qui connaît le sens de sa peine, puisque c'est sa peine. Donc, en gros, ce n'est pas la nôtre, c'est la sienne. Et donc, ils en viennent à dire que pour l'administration, puisque c'est elle qui va exécuter la loi, hein, c'est une loi qui règle ce qui se passe à l'intérieur de la prison, qui ne dit pas aux juges ce qu'ils doivent faire. Mais ils disent... le but de la peine, il est tautologique. Le but de la peine, c'est exécuter la décision d'un magistrat. Qui a condamné à quoi? À la peine. Donc, ça n'explique rien. Donc, l'administration, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle reçoit des gens dont on a dit, voilà, celui-là, il doit être privé de sa liberté. Est-ce que ça veut dire alors qu'on doit se dire, bon, alors c'est foutu, quoi. On va juste déprimer, on va tous pleurer ensemble dans la cour, en se disant que c'est quand même terrible parce que personne ne comprend rien à cette histoire. Ils disent non, non, l'administration peut poursuivre des objectifs à l'occasion de l'incarcération. En disant, saisissons cette opportunité formidable qu'est l'incarcération pour quand même poursuivre des objectifs. Donc, ce qu'ils disent, c'est en gros, on ne sait pas pourquoi la prison existe, mais par contre, on pourrait se demander ce qu'on pourrait faire tant qu'on a des gens en prison. Vous voyez, donc c'est quand même un raisonnement assez particulier. Là, on est quand même en train de pas mal dévier par rapport à l'histoire, de se dire on va faire des peines de prison parce que ça a tel effet bénéfique. Donc le législateur ici dit je n'impose pas d'objectifs généraux aux juges, on va voir ce qu'on peut faire avec les gens tant qu'ils sont sous la main de l'administration pénitentiaire. Et donc il n'y a pas de solution au problème de la prison. C'est-à-dire que la prison, elle a des effets préjudiciables, elle va continuer d'en avoir, et on ne peut rien contre ça. Donc, on sait qu'on va exécuter des peines dans un environnement qui est problématique en lui-même. Ça, c'est un élément important. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que quand même, on va développer une stratégie de contention. C'est quoi? C'est qu'on va essayer de réduire l'ampleur du problème. Donc, on a toute une série de considérations qui portent vraiment sur une... Si vous voulez, ça serait le pendant de la réduction des risques, quoi. On préférerait que les gens ne se droguent pas, mais bon, comme ils vont continuer de se droguer, on va réduire les risques. Eh bien, ici, on préférerait ne pas mettre les gens en prison, mais puisqu'ils y vont, on va réduire le problème. Comment est-ce qu'on le fait? La première chose, c'est qu'on définit un objectif d'abstention. Il faut réduire le préjudice. Ça, c'est le leitmotiv, c'est tout au long. Chaque fois que c'est possible, il faut réduire le préjudice. Alors, on ne sait pas très bien comment, mais c'est l'objectif qui est donné à l'administration. Mais alors, on va plus loin dans le raisonnement. Excusez-moi. On va observer
déplacements sémantiques qui sont quand même assez intéressants. Le premier, c'est que la détention devient une libération. Comment est-ce qu'on fait ça? On peut avoir une conception statique de la détention. Je prends quelqu'un, je le mets entre quatre murs, et je lui dis dans 5 ans, tu sortiras. C'est très statique. Donc, effectivement, la détention, c'est une privation. Et là, ce qu'on dit, c'est non. En fait, la détention, c'est un parcours, c'est une trajectoire. Et pendant cette trajectoire, on doit évoluer vers toujours plus de liberté. Donc, c'est un processus tout le long, et ils disent clairement, dès l'entrée en prison, il faut penser la libération. OK? Et donc, ça veut dire que toute la trajectoire carcérale doit être indexée sur cet objectif qui est la sortie de l'établissement, mais déjà avant, il y a toute une série d'étapes qui doivent être un accroissement progressif de la liberté en matière de régime, en matière de permission de sortie, en matière de congé pénitentiaire, en matière de visite sans surveillance, etc. Vous voyez ce genre de choses. Et ce qui est en train de se passer, c'est que la détention n'est plus un état de fait statique, elle devient un processus de libération. Ça va beaucoup mieux, évidemment. Puisque vous n'êtes plus privé de tout, mais vous êtes en train de sortir. Finalement, ça va bien. Alors, la peine est aussi un projet participatif. Ça, c'est important. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on vous impose, la peine, en fait. Et là, il y a deux volets à ce discours. C'est quand même assez... il m'a fallu un temps pour que ça me saute aux yeux. Puis je me suis dit, merde, alors c'est effectivement quand même ça qui se passe dans ce discours. La première chose, c'est le plan de détention. Vous avez entendu sans doute parler du plan de détention. En gros, c'est l'idée que quand quelqu'un rentre en prison, on lui dise, bon ben, c'est pas parce que tu es entre quatre murs que tu vas rester rien foutre. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ton projet? Et donc l'idée, c'est d'aborder toute une série de besoins du détenu. Et il a besoin de soins de santé, il a des problèmes d'addiction, il a des problèmes de santé mentale, il a une victime avec laquelle il va bien finalement devoir s'arranger entre guillemets, c'est-à-dire que il a été condamné aussi à des dommages et intérêts par exemple, mais il a aussi des problèmes familiaux, il doit penser à sa réinsertion, donc il faut qu'il garde un contact, voire qu'il renoue un contact avec sa famille. Et puis il faut savoir aussi que forcément les gens qui sont en prison sont souvent très peu formés, donc ça serait peut-être bien qu'ils suivent un parcours d'alphabétisation par exemple, ou une formation professionnelle, des choses comme ça. Tout ça sont toutes des choses qui peuvent rentrer dans le plan de détention. C'est l'idée de faire de la détention un projet. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature de la détention va changer d'une personne à l'autre, mais ça veut dire aussi qu'on demande au détenu lui-même de définir ce qu'est sa détention. Vous voyez que ce n'est pas si dur que ça quand même, la détention, puisque lui aussi, il y participe et que c'est lui quand même qui a décidé la moitié des choses qui sont dans son plan de détention. Vous voyez comment la logique est en train de s'inverser. Pire encore, enfin, plus fort encore, à un moment donné, on dit, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire quand même de ces détenus qui sont de mauvaise volonté? Parce que c'est comme les chasseurs, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Je sais que c'est très vieux comme ref, hein, je suis sûr que ça tourne encore sur les réseaux sociaux, donc je me dis que vous devez la connaître. Voyez le sketch des inconnus avec le bon chasseur et le mauvais chasseur? Si vous ne le voyez pas, voyez-le. Mais donc, il y a le bon détenu et le mauvais détenu. C'est pas évident de faire la différence, mais en gros, si vous voulez, le mauvais détenu, c'est celui qui n'a pas envie. Il n'a pas envie de participer à sa propre punition. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a tout un débat là-dessus. C'est embêtant de demander la participation des détenus, parce que si on leur dit participez comme ça, on est légitime dans notre peine, puisque vous y avez participé, regardez, toi aussi tu apportes de l'eau au moulin. Donc, tu vois, c'est pas moi qui t'impose un truc. On discute, mais qu'est-ce que je fais de ceux qui veulent pas? Est-ce que je les frappe? Oui, mais alors comment je justifie cette violence que je leur applique? Puisque je n'ai plus de fonction à la prison, que je ne sais pas pourquoi je leur impose ça. Avant, je leur disais, je t'enferme, mais c'est pour ton bien. Tu ne le sais pas, mais un jour tu me remercieras. Ça, c'était cool, ça marche bien. Mais si je lui dis, participe, parce que c'est grâce à ça que la peine est acceptable, et qu'il me dit, ben moi non, jamais, je ne veux rien avoir à faire avec toi, je ne participe à rien du tout, qu'est-ce que je fais alors? Eh bien, à un moment, au détour d'un débat comme ça, on a Livonne Dupont, qui est donc le président de la commission, qui dit, ah mais c'est aussi une liberté du détenu. Il peut faire son choix, c'est un de ses droits, c'est le droit à la peine. Donc vous voyez que quand il participe, c'est sa peine, c'est pas nous qui lui imposons. Mais quand il ne participe pas, il choisit librement la peine. Ça va, alors si c'est lui qui a choisi, c'est pas moi. Hein. Vous voyez le truc? Donc on est, en fait, pile je gagne, face tu perds. C'est un peu ça l'idée. C'est que si tu collabores, on pourra dire que tu n'étais pas contre, et que donc c'est pas une violence qu'on te fait. Et si tu ne collabores pas, on pourra dire, mais il a librement choisi la détention sèche, sans projet, sans rien.
Donc voilà, vous voyez comment on est en train de réduire la question de la légitimation. Il devient de moins en moins nécessaire de légitimer la privation de liberté. Le quatrième point est un grand classique, qui est la question de la normalisation de la vie en détention. Par tous les moyens, on va essayer de normaliser la vie en détention. Vous avez vu que pour l'instant, donc, la loi a été prise en 2025. Je crois qu'on peut dire que ça marche vachement bien, la normalisation de la vie en prison. Hein. Je crois que là, tout est normal en prison et qu'on voit bien que ça se progresse à grands pas. Donc en gros, ici, on a une rhétorique, qui est la rhétorique classique, qui est de dire on va rendre les choses plus normales. Alors attention, hein, parce que quand on dit oui, alors la commission dit si on rend les choses normales, il faut payer les gens qui travaillent en prison, par exemple. Et il faut qu'ils aient un droit à la sécurité sociale, un salaire minimum, etc. Et là, on fait ah ouais, quand même. Oui, mais à ce point-là, la normalisation, vous êtes sûr? Et là, on dit non, ça, on ne va pas faire. Et on supprime de l'avant-projet, où ça se trouvait, cette idée de normalisation. Puis on dit, la normalisation, c'est aussi les soins de santé, par exemple. Donc, libre choix du médecin, possibilité de choisir sa médication, d'accéder aux soins qui sont à l'extérieur. J'ai besoin d'un kiné, le kiné a droit à avoir un accès à la prison pour venir me donner des soins que j'ai choisis, etc. Oui, enfin non, mais la normalisation, vous comprenez, c'est pas vraiment ça. Enfin voilà. Et donc on va avoir aussi pas mal d'argusties pour éviter que la normalisation, ça ne contraigne trop l'administration. Donc on voit bien que, ici, c'est des moments où on voit bien que l'articulation entre le discours et les pratiques en prison, c'est vraiment un moment qui est très très compliqué. Mais toujours est-il que ces 4 éléments sont, à mon sens, les 4 éléments principaux qui œuvrent à une contention du problème carcéral. C'est-à-dire, on ne sait pas comment justifier, mais ce n'est pas si grave que ça, parce que regardez, il n'y a pas tant que ça à justifier. D'accord? Mais ça ne suffit pas, ça. Ce n'est pas très enthousiasmant de dire, on ne sait pas très bien, mais ce n'est pas très grave. Ça ne suffit pas. Il faut un projet positif. Et là, le projet positif, moi, je l'ai articulé autour de l'idée de passer du pénitentiaire au carcéral. Je vais m'en expliquer. Hein. Alors, c'est quoi la distinction entre pénitentiaire et carcéral? Pour moi, c'est pas dans le dictionnaire, hein, si vous allez voir, c'est des synonymes. Hein, mais moi, je les ai utilisés pour aider dans mon texte à distinguer deux façons de concevoir ce que c'est la privation de liberté. Il y a une première manière qui est de considérer que la peine privative de liberté, c'est la peine de prison. Donc en gros, il y a une superposition entre la privation de liberté et la prison. On est privé de liberté quand on est en prison, et quand on n'est plus privé de liberté, on sort de prison et c'est fini. Ça, on peut se dire que, classiquement, ça c'est fin 19e, c'est comme ça qu'on voit les choses. Vous rentrez, vous savez que vous en avez pour 5 ans, à 5 ans vous sortez, et c'est ça, en fait. Évidemment, les choses ont beaucoup évolué. Maintenant, vous sortez, vous êtes en congé pénitentiaire prolongé, vous sortez avec un bracelet, avec des conditions, vous êtes sous une surveillance, parfois pendant très longtemps après votre libération, et ça, c'est ce qu'on appelle le carcéral. En fait, dans le mouvement scientifique des géographies carcérales, qui est un mouvement auquel je participe, voilà, hein, je veux dire, en tout cas, c'est un mouvement auquel je me réfère parce que c'est un type d'approche qui me parle dans mes recherches. Ils utilisent beaucoup le terme de carcéral, en anglais en plus, où il est très rarement utilisé, pour faire référence à toutes les formes de réduction ou de privation de liberté, c'est-à-dire aussi la détention des migrants, les détentions dans des cadres hospitaliers, donc psychiatriques, etc., mais aussi les expériences de type surveillance électronique, voire les questions de restrictions géographiques. Donc vous n'avez pas le droit de vous installer dans telle ville, ou vous n'avez pas le droit d'être à moins de X mètres ou centaines de mètres de votre victime, enfin vous voyez ce genre de trucs-là. Alors, ça, c'est quelque chose qui aide à penser une question qui est la question du contrôle géographique, quelque part, des déviants, des indésirables, des gens qui posent problème à la société. Donc c'est un concept intéressant et qui permet de dire, on ne parle pas juste de la prison, parce que le problème de la prison, c'est que c'est un phénomène tellement frappant. C'est comme essayer de voir les étoiles en plein jour. En fait, ce n'est pas que les étoiles ne sont pas là, c'est simplement que le soleil est tellement aveuglant qu'on ne voit pas les étoiles qui sont juste derrière. Alors, la prison serait plutôt une étoile noire, mais c'est un peu la même chose. La prison, si on se pose la question de la privation de liberté, généralement, elle nous aveugle complètement à tout ce qui se passe autour et qui sont parfois des extensions très, très considérables du carcéral. Et donc, moi, j'essaye de distinguer le pénitentiaire, c'est en gros la loi pénitentiaire, c'est ce qui se passe dans le pénitencier, dans les murs de la prison, et le carcéral. Et en gros, qu'est-ce qui se passe ici? Mon analyse est qu'il y a un abandon de l'ambition de légitimer la prison ségrégative. C'est-à-dire que la dimension
on les fout dans des murs et on ferme tout, ça, à part la stratégie de contention, on n'a pas de solution. Il n'y a pas de légitimation de ça. On ne va pas trouver dans les travaux préparatoires, ah, j'ai trouvé une bonne raison de les enfermer. Il n'y a pas. On est dans une stratégie là, qui est une stratégie de ce que j'appelle une immobilisation pénible, c'est-à-dire une immobilisation à des fins de peine, pour faire mal aux gens. Et ça, on ne sait plus comment, aujourd'hui, on ne sait plus comment légitimer ça. Pendant longtemps, on a eu des discours qui le permettaient, mais ces discours ne fonctionnent plus aujourd'hui. Par ailleurs, c'est pas seulement qu'on n'y arrive pas, c'est simplement que ça ne peut pas marcher. Et là, je fais référence à toute une série de travaux qui portent sur le rapport contemporain que nous avons à la mobilité, donc le mobility turn, qui a un courant sociologique qui dit aujourd'hui la question de la mobilité est devenue tellement centrale dans nos sociétés qu'elle est un analyseur majeur de ce qui se passe dans nos sociétés occidentales. L'idée de métaphysique nomade qui vient de Creswell, qui dit que c'est une façon de penser qu'avant on avait une métaphysique sédentaire où on pensait tout par ancrage, par localisation, et qu'aujourd'hui nos métaphysiques sont reposent essentiellement sur l'idée du mouvement, du décloisonnement, de la circulation. Il y a aussi, sans doute que vous avez entendu parler de ça, la cité par projet de Boltanski et Capello, qui disent qu'aujourd'hui les winners, les grands comme ils le disent, sont les gens qui sont capables de se désancrer, de se libérer de leurs contraintes, de briser les murs et d'acquérir une légèreté suffisante pour en fait survoler le monde, être partout, n'importe quand, en se fichant complètement des attaches et des contraintes. Et alors il y a aussi l'idéal mobilitaire que j'ai forgé avec Bertrand Montulet, et qui est l'idée qu'effectivement nous sommes dans une société qui valorise la mobilité pour elle-même et qui, de ce fait-là, rend progressivement la mobilité obligatoire. C'est pas seulement qu'on trouve que c'est super, c'est que de plus en plus, ça devient obligatoire. Si vous n'êtes pas mobile, on vous dit, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu fais là à rien faire? Pourquoi tu n'es jamais sorti du pays? Pourquoi tu es resté dans ton village natal? Pourquoi tu ne changes pas de partenaire? Pourquoi tu ne changes pas de carrière? Pourquoi tu ne changes pas de boîte? Enfin voilà, hein, on peut multiplier. Pourquoi tu ne changes pas de filière? Enfin n'importe quoi. Quand vous dites, bah non, moi j'aime bien être sociologue, je veux faire un boulot de sociologue. On dit, mais non, il faut se réinventer, quoi. Je sais pas, moi, deviens trader, fais un truc utile. Bon, soit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cadre conceptuel-là, on a très peu de ressources. Qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans pour dire c'est bien d'enfermer les gens? Avant, on disait c'est bien d'enfermer les gens parce que tous ces vagabonds, tous ces types qui traînent on ne sait pas où, bah, au moins ça leur donne un ancrage. Et quand on va les libérer, on leur dira maintenant, toi, tu te mets là et tu bouges plus. C'est le concept de discipline de Foucault, hein, c'est de dire on va presque mécaniser les gens pour dire maintenant tu es un bon petit rouage, on va te remettre à l'endroit où le rouage doit tourner et tu vas bien rester là à ton endroit. Mais nous, maintenant, on ne pense plus comme ça. Comment on peut trouver, dans cet univers de sens-là, des ressources pour légitimer ça? Ben, en fait, ça ne peut pas marcher. Donc la prison, ça ne peut pas marcher, mais, et ça c'est là qu'on se sauve, on dit, mais ne vous inquiétez pas. C'est le remède ultime. C'est ce qu'on va faire quand tout le reste aura raté. Parce que vous comprenez, il y a des gens avec lesquels il n'y a rien qui marche. Et eux, ça nous fait vraiment de la peine. Mais on va être obligé de les enfermer. D'accord? Mais c'est à notre corps défendant, hein. Croyez bien. Parce que nous, on est des êtres mobilitaires. On sait que le bien, c'est la mobilité. Et que c'est pas bien d'immobiliser. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'eux? C'est cette logique que vous allez revoir partout. Alors, vous vous dites, ah oui, la prison comme ultime remède, c'est super, en fait. C'est un beau projet. Parce que c'est un projet réductionniste. Sauf que quand vous regardez comment c'est utilisé, surtout dans un contexte, on est quand même passé en 25 ans de 9 000 à 13 000 détenus. Hein, donc la prison comme ultime recours, moi je veux bien rigoler, mais il y a quand même des limites à la blague. On n'est pas du tout là-dedans. Ça veut dire quoi l'ultime remède? Ça veut dire qu'on vous dit, mais ça c'est les irrécupérables en fait. C'est ceux avec lesquels on ne sait rien faire d'autre. Et en plus, heureusement, ne vous inquiétez pas, parce que non seulement c'est un ultime remède, mais en plus c'est une opportunité. Ça va être l'opportunité de faire avec eux des choses qui vont leur permettre de s'en sortir. Ça serait mieux de les faire en liberté, c'est vrai. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein? Autant saisir cette opportunité, non, plutôt que de les laisser végéter. Donc vous voyez comment on est en fait en train de légitimer en creux la privation de liberté. On n'a pas de moyen de dire c'est bien de les priver de liberté, mais on peut dire oui, mais regardez, c'est quand même moins pire que, si vous voulez. C'est un peu la logique du c'est moins pire. C'est quand on vous dit mais pourquoi on me met sous surveillance électronique, on vous répond ben, c'est quand même moins pire que la prison. Non. Ouais, c'est un peu ce truc-là. Ben ici, en gros, oui, ça, c'est pas idéal. Mais qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le choix. Et puis on va en profiter pour faire des trucs super avec eux, vous allez voir.
Et donc, ça, c'est ce que j'appelle la prison entrepôt. La prison entrepôt, c'est quoi? C'est un lieu de stockage. Je vous parlais au début du lieu de stockage des indésirables, ben c'est ça. On les enferme et quoi? Ben, je sais pas, on les stocke. Et puis un jour, il faudra bien qu'ils sortent, oui, mais en attendant, pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, ils ne nous auront pas embêtés. Alors, c'est une prison résiduelle discursivement, donc on dit oui, oui, il va rester un tout petit bout de cette prison-là, mais il y en aura une autre. C'est celle que j'appelle c'est celle qui découle de la carcéralité logistique, je vais y venir, et qui est en fait la prison centre de distribution. Alors, j'y viens, ne vous inquiétez pas. Le carcéral, lui, n'est pas résiduel. Okay, donc, on a dit, oui, oui, c'est l'ultime recours, l'enfermement, mais le reste, c'est pas du tout résiduel. On a des projets d'expansion, et on assume très bien ces projets d'expansion, avec toute une série d'autres formes de pénalités, au premier rang desquelles, évidemment, la surveillance électronique. On est encore en train de dire qu'on va accroître le recours à la surveillance électronique pour lutter contre la surpopulation, ce dont on sait très bien que ça ne marche pas, mais bon, c'est une autre histoire. Et en fait, on est en train d'étendre des modes de contrôle dans la société libre via toutes les mesures probatoires. Il n'y a pas que la surveillance électronique, il y a aussi des mesures de contrôle sur la vie des gens au quotidien qui sont de plus en plus importantes et qui concernent un public de plus en plus nombreux. Je vous renvoie, si le sujet vous intéresse, au numéro 1 de la Revue Nouvelle de cette année, qui traite de la question des niveaux de délinquance et dans lequel il y a un article de Marie-Sophie Devresse qui parle de toutes ces mesures dans la société, de leur extension vraiment très importante. Ça, c'est le carcéral, en fait. On n'est pas dans les murs de la prison, mais on est toujours dans l'orbite de la prison, et on est toujours dans des mesures privatives ou réductrices de liberté. OK ? Et ça, ce qu'on développe là, c'est quoi? C'est ce que j'appelle une carcéralité logistique. Ça se fait malgré la privation de liberté, ça se fait à l'occasion de la privation de liberté, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on conçoit la prison comme un carrefour. La prison, ce n'est pas un lieu de stockage, il ne faut pas croire ça. C'est un endroit où se croisent des gens qui ont tous une trajectoire individuelle. Et la fonction de la prison, quand elle est une prison centre de distribution, c'est de réorienter les trajectoires. C'est ça que ça fait, un centre de distribution. C'est quoi un centre de distribution? C'est un peu comme un entrepôt, sauf que ce n'est pas pensé pour stocker les choses, mais pour les réorienter. Les choses arrivent, doivent ressortir le plus vite possible, mais dans la bonne direction, forcément. C'est ça. Parce que, évidemment, un centre de distribution qui ne distribue pas dans la bonne direction, ce n'est pas un centre de distribution. C'est ça la rationalité logistique, si vous voulez. On est passé, si vous voulez, aujourd'hui dans le capitalisme et dans la question de la circulation des marchandises, de l'imaginaire de l'entrepôt, où l'entreprise fait des productions de stock en masse pour avoir des réserves à vendre, à un imaginaire du zéro stock, où les seuls endroits où se concentrent les biens sont juste des endroits où on redistribue, on redispatche, et où, évidemment, les biens doivent rester le moins longtemps possible, parce que chaque jour qu'une marchandise passe à un endroit est un jour où cette marchandise coûte de l'argent à l'entreprise. D'accord? Eh bien, c'est exactement cette logique-là, qui est une logique totalement mobilitaire, qui s'applique aujourd'hui à la prison, en tout cas dans ce discours-là. Parce que ce qu'on vous dit, c'est, en fait, la prison, c'est un grand carrefour. On rentre, on sort, et la preuve que c'est une trajectoire, c'est que dès qu'on rentre, il faut penser à la sortie. C'est ça l'objectif. C'est bien la preuve que la prison n'est pas un lieu de stockage, puisqu'il y a toute une progression dans la prison, mais avec pour vocation de réorienter la personne dans la bonne direction. Donc, la prison, elle s'inscrit dans la continuité d'une trajectoire personnelle. On y est arrivé pour une raison, au terme d'une trajectoire, et quand on va en sortir, on doit être mis dans la bonne direction, mais on va poursuivre sa trajectoire avec d'autres institutions de contrôle. On va sortir en continuant d'être suivi par les instances chargées de l'exécution de la probation, etc. Et quand ça sera fini, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez allocataires sociaux et vous serez suivi par les services sociaux. Vous serez accompagné dans votre retour à l'emploi, etc. Et donc, en fait, ces logiques d'accompagnement de trajectoire, ce sont les logiques que vous retrouvez dans la prison, en dehors de la prison, dans le carcéral, mais aussi dans la remise en emploi, dans la gestion des allocataires sociaux, dans la gestion des malades mentaux en ambulatoire, etc., etc. Cette logique-là est une logique de la continuité des trajectoires, chaque trajectoire étant individuelle. C'est ça la différence entre le stock et le flux. Dans le flux, on se croise et on se réoriente en permanence, et chaque trajectoire est singulière.
dans le stock, tout le monde est à un endroit à un moment donné, on compte le matin, on compte le soir, et on avance comme ça. OK? Alors, le projet phare de ça, évidemment, à l'intérieur des murs, c'est le plan de détention. C'est lui qui est porteur de ce projet-là majoritairement. Quel est l'objectif? C'est accroître la motilité. C'est quoi la motilité? C'est la potentialité de mobilité. Vous ne pouvez pas bouger, parce que vous êtes en prison, mais on va vous apprendre à bouger, parce que vous bougez mal. Et le problème des gens, c'est que parfois ils bougent mal. Par exemple, ils font d'une petite entreprise, mais ils dealent en fait. Ce n'est pas la bonne entreprise. C'est bien d'être auto-entrepreneur, mais pas dans la drogue. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Donc la motilité, c'est apprendre à être mobile. Donc c'est développer des potentialités, etc. Vous comprenez que l'inverse de la motilité, c'est la perte des habilités sociales dont on disait qu'elle était la conséquence de l'enfermement. Quand vous êtes enfermé, vous perdez votre autonomie, et quand vous sortez, vous ne savez plus rien faire. Vous n'avez plus aucune capacité d'action, vous ne pouvez plus vous déplacer, vous ne pouvez plus vous réinsérer, changer de position sociale, etc. Votre parcours est devenu impossible parce que vous n'avez plus les possibilités de le faire, les capacités de le faire. Eh bien, la prison, maintenant, se rêve une école de motilité, quelque part. Quel est le but de tout ça? Ce n'est pas l'immobilité pénible, c'est la mobilité éprouvante. C'est la mise à l'épreuve par la mobilité. C'est-à-dire que ces parcours sont conçus pour que, au fur et à mesure qu'on vous donne un petit peu de possibilités de bouger, de vous déplacer, de sortir, de prendre des initiatives, on regarde si vous y arrivez bien. Si vous y arrivez bien, on vous en donne un peu plus. Si vous n'y arrivez pas, il y a l'ultime remède qui est toujours là. C'est ça, en fait, l'histoire du prisonnier qui rentre et qui dit « je collabore pas à ton truc ». On lui dit « ah, tu as raté ta première épreuve de mobilité. Tu n'as pas voulu te lancer dans cette logique de la réinvention de soi, qui est une logique mobilitaire. Comme tu ne veux pas participer, ben hop, voilà, tu n'es pas puni. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec toi? Tu ne veux pas jouer le jeu de la prison centre de distribution? Ben, forcément, tu restes dans la prison entrepôt. Il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Vous voyez donc la logique, comment on retourne le truc pour, quelque part, au lieu de lui dire « tu vas être immobile et donc tu vas souffrir », on lui dit « on va te proposer de la mobilité et ce sera des épreuves. Chaque fois que tu réussiras, tu pourras aller un cran plus loin ». Évidemment, tout ça, c'est quelque chose qui nous parle terriblement. Ça marche bien à justifier. Parce qu'on ne dit pas, on prend les gens, on les fout entre quatre murs, et tu vas voir comme tu vas en baver pendant 5 ans. On dit, tu veux qu'on fasse un projet ensemble pour te réapprendre à bouger, mais correctement. Et après, tu feras partie de cette merveilleuse société où tout le monde court dans tous les sens. Tu vas voir, c'est vraiment passionnant. C'est ça qu'on propose. Et donc, vous voyez que là, on a quand même une articulation entre deux projets carcéraux qui sont très, très, très différents. Et c'est ce que j'ai appelé la prison à reculons, quelque part. Parce qu'en fait, revenons à l'ambition de départ. On leur dit, bon, ben, il faut réformer la prison. Ils disent, oui, la prison, ça ne marche pas. Et pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que c'est la prison. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh bien, en fait, on se retrouve avec un système dans lequel on a une prison résiduelle, la prison entrepôt, qui est cachée derrière une prison centre de distribution. C'était ça mon titre. Vous voyez, je vous ai dit, je finirai par l'expliquer, ce titre. On a caché la prison entrepôt, mais qui reste dans les faits la fonction principale de l'incarcération. Hein. 13 000 détenus aujourd'hui, c'est pas du centre de distribution, hein. C'est de l'entrepôt. Hein. Je veux dire, on stocke là des gens qui, en gros, pourraient totalement être dehors. Mais donc, on a une prison résiduelle qui est une prison entrepôt, celle de l'immobilisation pénible, et on a un projet carcéral logistique de mobilité éprouvante qui déborde complètement des murs de la prison. Dans une logique où la prison est un centre de distribution qui redistribue dans le carcéral à l'extérieur, dans toute une série de voies, avec parfois des trajectoires très longues dans le carcéral, après la prison, après les murs de la prison. Alors évidemment, on va se dire, ça ne va jamais marcher. Il y a des tensions terribles dans ce truc-là. Donc oui, forcément, il y en a, mais d'un point de vue discursif, c'est formidablement bien foutu. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'entrepôt, il se justifie parce qu'il est l'ultime remède. Ok, oui, je suis un entrepôt, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse des marchandises qui ne partent pas, quelque part? C'est ça qu'on vous dit. Donc ça va, ouf. On s'est débarrassé de cette question-là. Et le centre de distribution, pourquoi il est légitime? Parce qu'on pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller mettre les gens, de les enfermer, soi-disant pour les faire circuler? Ben lui, en fait, tout simplement. Mais comme il n'est pas une institution totale, comme il n'est pas un entrepôt, ben c'est super comme prison. Ce serait pas génial, non? Prison, on vous demande votre avis, vous faites des projets et tout ça. On vous donne des opportunités. Comme un intervenant qui dit la prison, ça peut quand même être l'occasion pour les détenus d'éprouver des choses auxquelles ils n'ont jamais eu accès à l'extérieur. L'accès à la culture, au sport, ou des choses comme ça. Donc, vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, la prison, c'est carrément un lieu où on peut vous ouvrir des nouvelles opportunités que vous n'auriez pas eues à l'extérieur. Quand même, pour arriver à ce niveau-là dans le discours,
Il faut être vachement convaincu. Aucune de ces personnes, en tout cas, ce n'est pas du tout mon hypothèse de travail, personne là-dedans n'est cynique. Pour moi, ce n'est pas du tout du cynisme, hein, pas du tout. C'est une logique sociale qui est appliquée à un objet et qui offre des solutions qui sont extrêmement séduisantes quand on est dans une certaine vision du monde. Et en plus, la symbiose, c'est que le premier monde, l'entrepôt, est le mode de recrutement du deuxième, le centre de distribution. Puisque c'est quand on les met, on ne sait pas très bien pourquoi, dans l'entrepôt, qu'on se dit, bah tiens, et si on les faisait circuler? D'accord? Alors c'est un enchâssement qui est partiel, hein, parce que ces deux mondes, rappelez-vous, hein, le pénitentiaire et le carcéral ne se superposent pas, donc ce n'est pas un enchâssement total. Mais donc le pénitentiaire de stockage, c'est la porte d'entrée, le régime par défaut. C'est ça le régime de base. Hein. Vous ne rentrez pas d'abord avec le projet, vous rentrez d'abord dans le stockage. Et puis on vous dit, tiens, un projet, quand on vous le demande, évidemment, hein, parce qu'il faut des moyens, il faut du personnel pour faire des plans de détention. Et ce pénitentiaire de stockage sort de l'opération avec un faible besoin de légitimation. On a pu fortement baisser le problème de légitimation du stockage. La carcéralité logistique, elle, est une prison de deuxième ligne. Elle intervient à l'intérieur de l'entrepôt. Elle a des prétentions circulatoires, comme je vous disais. Et c'est une carcéralité, là je reprends des catégories de Ben Crew, qui a fait un article assez intéressant sur comment on peut définir ce que c'est l'incarcération. Et ici, c'est une carcéralité moins profonde, c'est-à-dire qu'on est moins éloigné de la société, on est plus en contact avec la société. Elle est plus légère parce qu'elle est moins difficile à supporter, a priori, elle est moins dure avec vous, mais elle est plus étroite, c'est-à-dire qu'elle vous contrôle sur beaucoup plus de critères, beaucoup plus largement. Il ne s'agit pas juste de bien se tenir entre quatre murs pendant 5 ans, mais il faut être capable de remplir sa liste de plans de détention, et elle est beaucoup plus étendue, parce qu'elle couvre beaucoup de domaines, et parce qu'elle s'étend largement au-delà des murs. Voilà, et donc, c'est ça le mot de la fin, c'est comment est-ce qu'on peut justifier la prison aujourd'hui? Eh bien, finalement, quelque part, en cachant une nouvelle fois sa fonction de stockage, mais cette fois-ci derrière une autre figure. Ici, il ne s'agit plus d'une prison d'immobilisation mais humaniste, il s'agit d'une prison de mobilisation. Et donc là, on a disjoint quelque part, on a cassé la prison en deux, et donc on n'a pas trouvé de solution au problème central. Pourquoi on les met entre quatre murs? Mais on a quand même tout un appareil qui nous dit que ne vous inquiétez pas, ça va aller. Voilà. J'ai fait un enregistrement, je le filerai si ça vous intéresse. Je vous écoute si vous avez des questions.